Ces mesures ciblent des zones clés telles que l'avenue Ngouma, le boulevard du 30 juin, Mondjiba et Lumumba, mais aussi d'autres avenues stratégiques. En application de ces directives, la Commission nationale de prévention routière CNPR et la police nationale congolaise ont procédé le dimanche 27 octobre à l'implantation des panneaux de signalisation sur plusieurs artères de Kinshasa. Les secteurs est et ouest de la ville sont particulièrement concernés par ces ajustements. Adoptés à titre expérimental, ces mesures vise à atténuer la saturation du trafic routier et à désengorger une capitale aux prises avec le fléau des embouteillages. L'expertise de la Commission nationale de prévention routière et de l'Office des voiries et drainages sera mise à profit pour faire avancer cette lutte. Dimanche, la CNPR et la PNC ont procédé à des simulations sur les artères retenues. Il y a plusieurs avenues de la ville de Kinshasa qui vont subir la circulation alternée en sens unique. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur le terrain avec toute la grande équipe, la CNPR ainsi que le commandant de la police. Vous voyez partout, il y a les effectifs de la police dans de grandes intersections de la ville. C'est parce que nous voulons déjà faire une simulation aujourd'hui de ce que sera vraiment cette initiative. Pourquoi cette initiative? Nous disons c'est pour que nous puissions donner une solution aux Kinoises et Kinois en rapport avec les embouteillages. Donc ici c'est l'effectivité, nous sommes sur l'avenue Ngouma où derrière nous vous voyez déjà les panneaux accès interdit de 5h à 10h. Les embouteillages sont devenus chroniques dans la ville de Kinshasa. Quitter d'un point A à un point B pendant les heures de pointe est un véritable casse-tête. Plusieurs raisons seraient à la base de cette situation. Massamba Giralo, président sectionnaire de l'association des chauffeurs du Congo, Pompage, en épingle quelques-unes. Le problème que nous avons ici, la première difficulté liée aux embouteillages, s'est produit pour trois raisons. La première, c'est le déchargement des marchandises par les expatriés pendant la journée. La deuxième, c'est l'occupation illégale de motos qui stationnent partout comme bon leur semble. Et enfin, la troisième raison, c'est l'occupation illégale des parkings qui empêche la circulation et le stationnement des véhicules. Nous appelons les autorités compétentes à nous venir en aide pour trouver une solution à ces problèmes. Le quartier Pompage dans l'ouest de Kinshasa est l'un des très impactés par ces phénomènes. Les habitants de ces coins de la capitale en ont assez des embouteillages. Moïse Okito, un résident de la zone, pointe du doigt accusateur la police de circulation routière. Il y a trop d'embouteillages, nous n'arrivons pas à bien rouler. Tu peux perdre 1 heure de temps en quittant chez toi à cause des bouchons. Les agents de la PCR se contentent de rançonner le motard toute la journée. Et très souvent, le soir, il n'y a personne pour réguler la circulation. C'est lundi 28 octobre 2024, les autorités nationales et provinciales ont lancé une expérimentation des mesures visant à lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Les résultats ont varié d'une zone à une autre. Dans certaines artères, les nouvelles dispositions ont permis une circulation plus fluide, tandis que dans d'autres, la congestion est demeurée problématique. Cette journée d'expérimentation a ainsi offert un aperçu précieux des effets de ces mesures sur les trafics routiers. Après avoir analysé ces résultats, les autorités se réuniront pour décider de l'avenir de ces initiatives, le maintenir, les améliorer ou les supprimer. L'objectif reste clair, trouver des solutions efficaces pour assurer une mobilité optimale à tous les Kinois et Kinois. L'incident a eu lieu aux environs de 18h le dimanche 27 octobre 2024. Une pirogue motorisée qui quittait la cité de Minova pour la ville de Bukavu a chaviré au niveau de Kassagnou, village situé dans les territoires de Kalehe. Selon plusieurs sources locales, ce naufrage est dû à un mauvais temps sur le lac qui a été marqué par une forte pluie. Une dizaine de personnes qui étaient à bord ont pu être sauvées, ajoutent ces mêmes sources qui renseignent qu'aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais l'on déplore des dégâts matériels importants. Pour lutter contre ces drames, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement provincial du Sud Kivu, notamment l'interdiction de la navigation la nuit et le port obligatoire des gilets de sauvetage.
Cependant, malgré ces mesures, certains responsables des pirogues ne respectaient pas les décisions du gouverneur. L'administrateur du marché de Kitoko déplore les faits qu'il y ait toujours des récalcitrants qui vont à l'encontre des mesures prises dans la navigation à des heures tardives. À noter que ce naufrage intervient près d'un mois après le naufrage dramatique du bateau MV Merdi survenu le 3 octobre dernier. Un naufrage qui avait coûté la vie à plus de 80 personnes. Pendant qu'une atmosphère de panique règne dans le territoire du Walikale en raison des affrontements qui s'observent, la coordination territoriale de la société civile rapporte un calme apparent qui s'observe dans la cité de Pinga malgré des vives tensions dans les localités de Katobi et Petit, particulièrement touchées par des affrontements entre les volontaires pour la défense du peuple et les forces du 1-23. Fiston Missona, président de la coordination de la société civile Force Vive en territoire du Walikale, tient à clarifier l'opinion et explique que la cité de Pinga reste sous le main des FARDC, contrairement aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous voudrions justement profiter de cette occasion pour vous dire que toutes les informations qui circulent dans les réseaux sociaux ne sont pas objectives. Celles qui publient que la cité de Pinga est tombée entre les mains des assaillants sont fausses, simplement parce que jusqu'à maintenant, la cité est sous contrôle des éléments de FARDC ainsi que de Wazalendo. Il a également souligné l'importance d'un soutien accru à l'État congolais. Nous continuons à alerter l'État congolais sur la nécessité de renforcer davantage les effectifs militaires et d'équiper nos forces avec de munitions et des armes sophistiquées afin qu'elles puissent mieux contenir l'ennemi. Nous n'allons pas accepter d'être déstabilisés par ces attaques. La société civile appelle donc la classe dirigeante à pallier et faire face à cette menace grandissante. Un hélicoptère de l'armée congolaise s'est écrasé ce mercredi matin à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. L'incident, dont la cause reste encore inconnue, s'est produit aux alentours de 11 h, a confirmé un responsable politique de la ville de Kinshasa. Selon ces hauts responsables, 3 personnes ont perdu la vie. Des équipes de secours, dont un véhicule anti-incendie, ont été immédiatement déployées pour maîtriser les flammes. L'appareil s'est immobilisé en bout de piste près de l'avenue Luambo Makiadi à proximité du marché Sombazigida. L'aéroport de Ndolo, situé dans la commune de Barumbu, est principalement utilisé pour des vols d'avions légers et se trouve non loin de la rivière Funa et de la commune de Kalamu. 3 morts au total, tel est le nouveau bilan du crash de cet hélicoptère dans l'aéroport militaire de Ndolo à Kinshasa, selon des sources militaires. Un mort était enregistré au moment du crash. 2 autres membres d'équipage sont décédés à l'hôpital HJ de Limete, au centre de la capitale congolaise, a déclaré le général Faye Ngama, commandant de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, les causes de ces crashs ne sont pas encore élucidées. La situation humanitaire des déplacés des Kwamout n'est pas toujours reluisante. 3 d'entre eux ont perdu la vie en une semaine dans un contexte de précarité élevée à Bandundu-ville. Une femme devant subir une intervention chirurgicale pour l'appendicite, enterrée faute de soins de santé. Le lundi, il y a eu un papa qui est décédé au pavillon 6. On l'a inhumé le mardi. Le même jour, un autre homme est décédé. Comme il n'y avait pas de soins, c'était hier qu'on l'avait inhumé. Donc, 3 décès en une semaine, a indiqué le chef de camp de déplacés. Une crise humanitaire oubliée, des déplacés abandonnés et des appels à l'aide sans réponse. Les déplacés se posent 1001 questions. Près de 110 déplacés sont morts à Bandundu-ville depuis le début de la crise sécuritaire. La première vague y était arrivée en août 2022. Jusqu'à ce jour, une seule assistance gouvernementale a eu lieu en décembre 2022. Chacun de 500 ménages avait reçu $100 américains et de vivres pour regagner le milieu d'origine. Elle s'appelle Patience Gakumbi Lungalu, étudiante à l'université de Kinshasa dans la faculté des sciences économiques en 3e année, système LMD. Cette jeune étudiante réside sur l'avenue Lobo au numéro 35 au quartier Kindele dans la commune de Mongafula, référence entrée principale.
de l'université de Kinshasa au trafic. Comme l'attestent ces images, la jeune fille souffre d'un cancer du sein. Arrivée à Kinshasa pour des raisons d'études, elle n'a aucune famille et n'a personne pour l'aider pour ce soin de santé, alors que ces cancers nécessitent de soins appropriés. Ce sont plutôt ses collègues de l'université qui, par le truchement de réseaux sociaux, ont lancé des messages SOS en l'endroit de personnes de bonne volonté qui voudraient bien l'aider. Cette jeune fille, pleine d'avenir, mais qui doit faire face à cette pathologie qui, du moins, nécessite beaucoup d'argent. Pour tout contact, veuillez la joindre par ces numéros +243 82 29 71 597, soit encore contactez la rédaction de Mondico Télévision pour faire parvenir votre aide. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Le président Félix Tshisekedi est arrivé mercredi à Bujumbura, au Burundi, pour prendre part au 23e sommet de chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, qui s'ouvre ce jeudi 31 octobre 2024. Le thème retenu pour ces assises est accélérant l'intégration régionale par le développement de chaînes des valeurs régionales dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Le COMESA est une communauté économique régionale en Afrique, composée de 21 États membres. Formée en décembre 1994 en remplacement d'une zone d'échange préférentielle qui existait depuis 1981, le COMESA est un cadre de discussion qui vise à améliorer le commerce, la coopération et l'intégration régionale. En 2008, cette organisation a accepté une zone de libre-échange élargie, incluant le membre de deux autres blocs commerciaux africains, à savoir la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Il envisage également un régime commun de visa pour stimuler le tourisme. Les juges du tribunal de grande instance de Njili se sont déportés au district de la police de Tchangu, toujours à l'est de Kinshasa, capitale de la RDC. Ici, la trentaine de délinquants communément appelés Kuluna ont été présentés à la cour et à l'assistance avec les armes blanches. Dans cette assistance, justement, se trouvait le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, son adjoint, ainsi que le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba. À la vue de leurs enfants en tenue de prisonniers, les parents de ces présumés bandits n'ont pas retenu leurs larmes. Il nous a été instruit d'initier, d'accompagner et de faciliter nos services de sécurité, mais davantage et encore plus notre justice, nos magistrats, à pouvoir sévir, et cela principalement à travers des audiences foraines. Des audiences foraines où seront présentés les différents cas de banditisme urbain qui sont ici souvent identifiés sous le slogan des actes des Kuluna. Dans la foulée de ces audiences, le patron de la territoriale a promis que la traque de ces bandits, communément appelés Kuluna, ne va pas se limiter qu'à Kinshasa. Elle se poursuivra jusque dans les provinces pour la sécurisation des personnes et leurs biens. Chaque semaine, dans les différentes grandes villes, la itinérance ezali maman vice-ministre ya sécurité, ezali pendeko ministre ya justice, ici quand nyonso tokokende na ba itinérance na province, toko faciliter pe ko encourager ba magistrat na biso basalaka ba audience foraine lokola oyo po ete bana na biso baye ba sanction ya mibeko. Alors ici na koyebisa ba magistrat na biso oyo bakosala musala wana. Le verdict de ces audiences est attendu dans les prochaines heures. La population congolaise espère que cette procédure va décourager les criminels qui sèment encore l'insécurité, non seulement à Kinshasa, mais également en province.
À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le constat est inquiétant. Plusieurs femmes ont avoué de n'avoir pas consulté un médecin pour le dépistage du cancer du sein. Pourtant, cette maladie non transmissible affecte environ 13% de la population congolaise et en grande majorité les femmes de toutes les catégories sociales. Une réalité connue par les femmes premières concernées qui, malheureusement, ne fournissent pas assez d'efforts pour prévenir. Beaucoup ne consultent qu'après avoir développé les symptômes à niveau avancé de la maladie. Nous sommes des femmes. D'abord, on est exposé à ça. Les précautions à prendre, c'est quoi? Quand on trouve, il faut toujours masser, il faut toujours palper les seins. Quand on palpe les seins, à ces moments-là, qu'on trouve il y a une masse, cette fois-ci, il faut aller d'abord voir un médecin pour les confirmer si c'est ça ou c'est pas ça. Mais en tout cas, nous devons faire très attention pour éviter ces cancers-là des seins. Mais comment reconnaître qu'on présente des symptômes de cancer du sein avant toute consultation d'un médecin? Dr Gertrude Louyeye, spécialiste en sénologie, a donné quelques éléments de réponse. Le premier signe ou les signes dont la plupart des gens vont se rendre compte, c'est une boule, une masse dans le sein. Le problème ici, j'aimerais attirer l'attention des gens pour dire que la boule, malheureusement, la boule du cancer de sein ne fait pas mal au début. D'où la plupart des femmes viendront négligemment, parce que ça fait pas mal, elles vont négliger, de sorte que peut-être 2 ans après, lorsque la boule commence à faire mal, c'est alors qu'elles viendront à l'hôpital. Or, en ce moment-là, probablement que le cancer a déjà envoyé des métastases et donc elles arrivent à un état où le cancer est déjà assez avancé. Les écoulements du sang, les changements des formes ou textures du mamelon ou du sein peuvent être cités parmi les signes de cancer du sein. Mais comme tout autre cancer, les causes des cancers du sein ne sont pas vraiment connues. On parle des facteurs de risque parmi lesquels la consommation exagérée de l'alcool, du tabac, des graisses alimentaires et de l'hérédité. Malgré tout, Dr Gertrude a affirmé que cette maladie peut être évitée si l'on y prend garde. C'est l'autopalpation. Et donc la femme peut s'autopalper le sein. Lorsque la femme découvre une boule dans son sein, cette masse-là a fait minimum 8 ans. Mais la mammographie peut déjà détecter cette masse à la 6e année. Et donc vous voyez que la mammographie a un grand avantage. Et je parle de mammographie numérique. Il faut aller faire le dépistage. Pas les diagnostics, parce que vous avez déjà palpé la boule, le sein, le cancer est déjà là. Voyez? Mais lorsque vous faites les dépistages, c'est quand vous n'avez rien touché du tout. C'est ce que nous recommandons. Ça aura un avantage. Je suis à la 6e année, je suis à la 7e année, je n'ai pas encore touché la boule. Mais déjà, la mammographie a vu. Vous voyez, on a un grand avantage. Parce que là, vous n'avez rien du tout. Et là, on ne coupe même pas le sein. Là, c'est que quand on a fait tous les autres examens, on va tout simplement enlever le nodule et on va donner les autres, la radiothérapie, tout le reste, le traitement. Durant le mois qualifié d'Octobre Rose par les acteurs engagés dans cette lutte, les femmes congolaises en général et quinoises en particulier ont été sensibilisées concernant les mesures préventives à prendre contre les cancers du sein. Une marche de santé a été même organisée par le ministre de la Santé avec la participation de la première ministre aux côtés de plusieurs autres marcheurs pour sensibiliser la population et encourager les actions de lutte contre ces cancers qui est reconnu comme un problème de santé publique en RDC. Aussi, certains hôpitaux ont déjà commencé à dépister et à offrir gratuitement les soins aux femmes affectées par le cancer du sein dans la capitale congolaise. La plénière de la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi des finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place des ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer les secteurs extractifs car, a-t-il rappelé, la dépendance excessive à ces ressources expose la nation aux nombreux risques. N'est-il pas opportun de commencer à envisager ces ressources non comme le socle principal de notre économie, mais plutôt comme une prime de la nature, un bonus de cette dernière? Cela ne signifie pas que nous allons sous-estimer l'importance du secteur extractif dans la définition de l'espace budgétaire national. Au contraire, il s'agit de rationaliser et d'optimiser l'exploitation de nos ressources
en garantissant une gestion transparente et efficace, tout en maximisant les retombées économiques et sociales pour la population en général. Je m'inscris dans la ligne qui consiste à focaliser nos efforts sur la relance de l'appareil productif national pour assurer une croissance durable et résiliente. La dépendance excessive aux ressources naturelles nous expose à de nombreux risques. Pendant plus de 50 minutes, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté aux élus du peuple le projet de budget pour l'exercice 2025 qui s'élève à 49 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains. Ce projet de loi de finances pour l'exercice 2025, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 40 986 milliards de francs congolais. J'ai l'honneur de faire appel à votre sens de la responsabilité patriotique afin que vous déclariez recevable notre projet de loi de finances pour l'année 2025. À suivre le chapelet d'intervention des élus nationaux, aussi brillantes que pertinentes, les recommandations les plus récurrentes ont été l'amélioration des conditions de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'amélioration des infrastructures pour ne citer que cela. Au terme de 10 heures de débats houleux menés dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la première ministre Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui, par la suite, se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi de finances exercice 2025 qui a été envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour son examen approfondi. Bien avant cet exercice, et c'est là conformément à l'ordre du jour de la séance, la liste des élus nationaux ayant opté pour des fonctions incompatibles au mandat du député national a été lue à la représentation nationale puis envoyée à la commission PAJ en vue de la vérification des dossiers des suppléants pour la validation de leur pouvoir en ayant 5 jours. Lors de la plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale consacrée au débat sur le projet de loi de finances 2025, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapan a pris la parole pour répondre aux accusations des détournements des fonds portés contre lui. L'intervention de notre collègue tout à l'heure a fait allusion à mon passage à la primature. Je voudrais apporter un élément d'appréciation car nous sommes suivis non seulement au niveau national mais international. Il a dit qu'il s'agit de l'argent volé mais c'est grave, a-t-il déclaré, rappelant la nécessité de mesurer ses propos dans l'hémicycle. Matata Ponyo a précisé qu'il est le seul Premier ministre jusqu'à présent qui ait écrit une lettre à l'inspecteur général des finances pour demander une enquête sur sa gestion. Il a nié toute implication dans des malversations, affirmant que le dossier Bukangalonzo qui a circulé au sein des différentes instances judiciaires est un dossier politique. Peu après cette intervention, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a répondu via son compte X. J'ai suivi avec étonnement l'intervention de l'honorable Matata Ponyo, affirmant qu'il n'avait jamais été au courant des conclusions de sa gestion à la tête du gouvernement. Je me fais le devoir de lui rappeler que selon le rapport de l'IGF, il est l'auteur présumé de malversations financières de 208 milliards de dollars de fonds, a écrit Jules Alinguete. Pour rappel, les accusations à l'encontre de Matata Ponyo, de l'homme d'affaires sud-africain Grobler et de l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo Deogracias Mutombo concernent le détournement des fonds à hauteur de 115 millions de dollars via des avantages financiers indus, des surfacturations et la création des sociétés écrans. Ils sont également soupçonnés d'avoir omis de verser 89 millions de dollars destinés à la construction du marché international de Kinshasa. De points de 9,2%.